On va voir un cours sur les diurétiques. Donc les diurétiques, c'est une classe thérapeutique qui est largement utilisée en cardiologie. Si vous passez au niveau des pavillons d'urgence cardiologique bien au service, vous allez remarquer qu'on utilise beaucoup cette molécule. Notre plan du cours est comme suit. On va commencer par une introduction. On va voir ensemble un petit rappel physiologique sur la filtration glomérulaire, la classification de l'ensemble des diurétiques, le mode d'action de chacun, les indications, les effets indésirables, l'ensemble d'interactions médicamenteuses, les contre-indications, ainsi que la surveillance clinique et paraclinique. Donc si on met le patient sous diurétique, il faut bien le surveiller sur le plan clinique et sur le plan paraclinique, et on termine par une conclusion. Donc comme introduction, les diurétiques, encore appelés natriurétiques ou salidiurétiques, sont des substances qui ont la propriété d'augmenter l'excrétion rénale du sodium et de son lot d'accompagnement. Donc l'eau, il suit les mouvements du sodium. Il s'agit d'un transport iso-osmotique. Donc lutte contre l'expansion du volume des liquides extracellulaires, l'insuffisance cardiaque et la perte sodée reste un traitement classique d'HTA. C'est la classe de médicaments la plus prescrite en cardiologie, mais reste un médicament à manier avec précaution, parce qu'il a beaucoup d'effets secondaires ainsi de contre-indications. Passons maintenant au rappel physiologique. Vous avez ici le néphron. Donc, comme vous le savez, le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. C'est là où s'effectue la filtration glomérulaire. Au niveau du néphron, vous avez deux composants. Vous avez le glomérule et vous avez le tubule. Au niveau du glomérule, s'effectue la filtration glomérulaire plasmatique, c'est-à-dire c'est le sang qui va être filtré au niveau du glomérule. Il y a un passage de tous les composants plasmatiques sauf les protéines avec un poids moléculaire élevé. Puis la préurine ou bien l'urine primitive va passer à travers le tubule. C'est là où se forme l'urine définitive. Au niveau du tubule, vous avez 4 parties. La première, c'est le tube contourné proximal. La deuxième, vous avez l'anse de Henle avec la branche descendante et la branche ascendante. Puis, vous avez le tube contourné distal, puis le canal collecteur. Donc, vu qu'on va parler des diurétiques, donc on va s'intéresser au mécanisme de réabsorption du sodium, vu que les diurétiques sont des natriurétiques. Donc, pour la réabsorption du sodium, vous avez au niveau du tube contourné proximal, la réabsorption du sodium est estimée à 65%. Donc, déjà, 65% de l'eau et du sodium de l'urine primitive va être réabsorbé au niveau du tube contourné proximal. Puis, passant à l'anse de Henle, au niveau de la branche ascendante, vous avez une réabsorption de 25% à travers le cotransporteur Na+, K+, de Cl-. Puis, au niveau de tube contourné distal, il y aura aussi une réabsorption d'une partie du sodium estimée à 10%. Et enfin, au niveau du canal collecteur, il y a une réabsorption de petites quantités du sodium estimée à 1%. Après le passage du tubule, vous aurez ce qu'on appelle l'urine définitive. Et elle constitue 1% de l'ensemble d'urine primitive qui a été filtrée par le glomérule. Est-ce que c'est clair? Pour le rappel physiologique.
Oui. Pour le rappel, oui. Donc vous avez au niveau du rein l'unité fonctionnelle qui est responsable de la filtration glomérulaire. Vous avez le néphron. Le néphron est formé par deux parties. Vous avez le glomérule et vous avez le tubule. Le glomérule, c'est là où s'effectue la filtration, c'est-à-dire primitive, la formation d'urine primitive, le sang plasmatique. Donc tout le liquide plasmatique, il va passer par la membrane glomérulaire. Après, vous aurez le passage de l'urine primitive par le tubule. Et au niveau du tubule, à chaque partie, il y a des molécules qui vont être réabsorbées. Nous, on va s'intéresser au sodium. Le sodium, il va être réabsorbé à 65% au niveau du tube contourné proximal et à 27% au niveau de la branche ascendante de l'os de Henle et à 10% au niveau du tube contourné distal et puis au niveau du canal collecteur, elle est à 1%. Puis on aura l'urine définitive qui présente donc 1% de l'ensemble du filtrat. Passons à la classification. Donc on va classer les diurétiques selon 3 critères principaux. Le premier critère, c'est leur mécanisme d'action. Donc vous avez 3 classes de diurétiques. Vous avez les diurétiques de l'anse, comme son nom l'indique, donc elle va agir sur la branche ascendante de l'anse de Henle. Vous avez les diurétiques thiazidiques et apparentés. Ils vont agir sur le segment proximal du tube collecteur distal, du tube distal plutôt. Et les diurétiques distaux, ils vont agir sur le tube contourné distal et le tube collecteur. Selon leur efficacité, comme je vous ai dit, la réabsorption du sodium, elle diffère d'un segment à un autre. Donc l'efficacité n'est pas la même. Vous avez au niveau du tube contourné proximal une réabsorption à 65%. Il y avait des diurétiques qui agissent sur le tube contourné proximal mais qui sont abandonnés. Pourquoi? Parce que si vous inhibez la réabsorption déjà de 65% du sodium et de l'eau, le malade, qu'est-ce qu'il va développer par la suite? Une déshydratation importante. Donc ce sont beaucoup plus, ils ont un effet toxique. C'est pour cette raison qu'ils sont abandonnés. Maintenant, pour les diurétiques qui agissent sur l'anse de Henle, ils vont donc inhiber la réabsorption de 25 à 30% du sodium. Donc en termes d'efficacité, ils sont des diurétiques vraiment puissants. Pour le tube contourné distal, vous avez une réabsorption de 15%. Et le canal collecteur, vous avez une inhibition de la réabsorption estimée à 1%. Donc si on fait une classification des diurétiques selon l'efficacité, le premier diurétique, c'est quoi? Les diurétiques de l'anse. Puis vous avez les diurétiques thiazidiques, puis les diurétiques distaux. Maintenant, une classification selon leur effet sur la calémie. Vous avez des diurétiques hypocalémiants et vous avez des diurétiques hypercalémiants. Les diurétiques qui provoquent une hypocalémie, vous avez les diurétiques de l'anse et vous avez les diurétiques thiazidiques et apparentés. Pour les diurétiques hypercalémiants, vous avez les antagonistes spécifiques d'aldostérone et vous avez les diurétiques à action tubulaire directe, c'est-à-dire qu'ils vont agir directement sur le canal sodique. Les deuxièmes diurétiques à action tubulaire directe ne sont pas disponibles en Algérie. Nous, on a juste les antagonistes d'aldostérone. Donc, on commence par les diurétiques hypocalémiants et chef de file, vous avez les diurétiques de l'anse. Pour les diurétiques de l'anse, pour le mode d'action, vous avez le furosémide. Vous avez tous entendu parler du furosémide, c'est-à-dire le Lasivix. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le Lasivix? Il va bloquer le cotransporteur du Na+, K+, de Cl- et il va aussi bloquer la réabsorption du calcium et du magnésium, mais avec un effet moindre par rapport au cotransporteur Na+, K+, de Cl-. Donc, qu'est-ce qu'il va provoquer? Un effet natriurétique avec une hypocalémie, avec une hypocalcémie et une hypomagnésémie. Donc, vous avez les caractéristiques pharmacologiques: inhibition de la réabsorption de sodium et de chlore dans la branche ascendante de l'anse de Henle, puissance d'action, puisqu'il va inhiber la réabsorption de 25 à 30% du sodium, avec une relation dose-effet. C'est-à-dire, plus qu'on augmente les doses des diurétiques de l'anse, plus on aura d'effet. C'est pour cette raison qu'ils sont les seuls diurétiques utilisés en cas d'insuffisance rénale.
chez les sujets qui ont une insuffisance rénale, les diurétiques thiazidiques et les anti-aldostérone sont contre-indiqués. On utilise uniquement les diurétiques de Lens. Pour l'effet, donc vous avez un effet natriurétique rapide, quelques minutes après une injection en IV et 30 minutes par anse. C'est pour cette raison qu'on l'utilise en cas d'urgence. Un malade qui vient avec un œdème aigu du poumon, le premier, c'est-à-dire le traitement à donner, c'est quoi? C'est les diurétiques et les diurétiques de Lens, parce qu'ils ont un effet rapide et qui n'est pas vraiment durable. C'est pour cette raison qu'on peut répéter les injections. Pour la voie orale, vous avez un effet plus durable, c'est-à-dire 6 heures. Par contre, par voie IV, la durée, elle est de 3 heures. Donc, il va donner une augmentation d'excrétion du sodium, du chlore, du potassium et à un degré moindre du H+, du magnésium et du calcium. Il va provoquer une diminution du volume plasmatique, une alcalose métabolique et sur le plan hémodynamique, une baisse de la pression de remplissage ventriculaire. C'est-à-dire en cas d'insuffisance cardiaque à FE préservée, c'est-à-dire lorsqu'il y a le malade, il n'a pas une dysfonction systolique, mais plutôt une dysfonction diastolique, on peut utiliser les diurétiques parce qu'ils diminuent la pression de remplissage. Donc voici un tableau qui résume les différentes classes des diurétiques de Lens. Vous avez le furosénide, le nom commercial c'est le Lasivix. Pour la voie orale, vous avez les comprimés de 20, de 40 et de 500 mg. Les comprimés de 500 mg sont utilisés chez les sujets insuffisants-rénaux. Pour la voie intraveineuse, vous avez les ampoules de 20 mg et de 250 mg. Pour le bumétanide et pyréthanide, ils ne sont pas disponibles en Algérie. Passons maintenant à la deuxième classe, les diurétiques thiazidiques. Pour les diurétiques thiazidiques, le mode d'action, donc les diurétiques thiazidiques, ils vont inhiber le cotransporteur Na+, Cn- qui se trouve dans le tube contourné distal. Et par contre, son effet, il a un effet inverse sur le calcium. Les diurétiques thiazidiques, ils vont, augmenter la réabsorption du calcium. Donc, ils ont un effet d'hypercalcémie. Par contre, les diurétiques de Lens, ils provoquent une hypocalcémie. Donc, les caractéristiques pharmacologiques, vous avez l'inhibition de la réabsorption du sodium au tube contourné distal, favorisant la sécrétion du sodium, du chlore, d'H+, et de potassium. Pour les effets, action moins rapide que le diurétique de Lens. Pour le délai d'action, il est estimé de 1 à 2 heures. Par contre, les diurétiques de Lens, c'est quelques minutes par voie intraveineuse. Inefficacité en cas d'insuffisance rénale. Donc, les diurétiques thiazidiques sont contre-indiqués en cas de clairance inférieure à 30 litres, par 30 ml par minute, par mètre carré. Et l'utilisation au relais des diurétiques de Lens est autorisée chez les sujets qui ont une insuffisance cardiaque et qui ne répondent pas aux diurétiques de Lens. On peut rajouter les diurétiques thiazidiques. Donc, ils provoquent une augmentation de l'excrétion du sodium, du chlore, du potassium, des bicarbonates et du magnésium, et ils provoquent une hypocalciurie. Voici un tableau qui résume les diurétiques thiazidiques qui sont disponibles. Vous avez ici en Algérie, on a l'hydrochlorothiazide et l'indapamide. L'indapamide, c'est un apparenté des diurétiques thiazidiques. Apparenté, c'est-à-dire qu'il a une structure qui rassemble le diurétique thiazidique. C'est-à-dire que ce n'est pas la vraie molécule. Pour l'hydrochlorothiazide, vous avez les Hydrex en monothérapie, il n'est pas disponible aussi en Algérie. Nous, l'hydrochlorothiazide, il est disponible uniquement dans les associations fixes, comme par exemple l'Itacan. L'Itacan, c'est un traitement d'HTA. C'est une association de quoi? L'Itacan. L'Itacan, c'est un traitement antihypertenseur. C'est une association d'un ARA2 avec diurétique thiazidique. C'est le condensartan avec l'hydrochlorothiazide. Et vous avez par exemple le Flétacan, vous avez le 16 mg 2,5, c'est-à-dire 16 mg c'est par rapport au condensartan, et 2,5 c'est l'hydrochlorothiazide. Vous avez deux doses, 2,5 et 25 mg. Pour l'indapamide, vous avez deux doses, le 2,5 et vous avez la forme à libération prolongée à 1,5 mg. Pour les diurétiques hypercalcémiques,
hypercalémiants. Donc il existe deux classes principales de médicaments. Vous avez les antagonistes spécifiques d'aldostérone et vous avez les diurétiques à action tubulaire directe. Pour les diurétiques à action tubulaire directe, vous avez l'amyloride qui va bloquer directement le canal sodique. Par contre, les antagonistes d'aldostérone, c'est ce qu'on appelle spironolactone, donc il va bloquer le récepteur de l'aldostérone, ce qui provoque une diminution de la sécrétion du potassium. C'est pour cette raison qu'on aura cet effet d'hypercalémie. Donc ces médicaments inhibent l'absorption des ions de sodium et chlore au niveau terminal du tube contourné distal et du tube collecteur. Il diminue la sécrétion de potassium et des protons. Il a un effet rénal diurétique modéré, donc il est estimé à 1%, n'atteignant que 2 à 3% du sodium filtré. Augmentation de la natriurése et l'excrétion du bicarbonate, donc ça va donner des urines alcalines. Diminution de l'excrétion du potassium et du H+, et perdent leur efficacité chez les patients atteints d'une insuffisance rénale. Chez les sujets qui ont une clairance inférieure à 60 ml par minute par mètre carré, l'aldostérone et les anti-aldostérones sont contre-indiqués. Est-ce que c'est clair? Pour le mode d'action de chaque diurétique. C'est clair, on passe. Donc vous avez un tableau des anti-aldostérones. Nous en Algérie, on n'a que le spironolactone avec une dose de 50 mg et 75 mg. Pour les indications des diurétiques, donc vous avez deux indications principales, l'insuffisance cardiaque et l'hypertension artérielle. Pour l'insuffisance cardiaque, on donne généralement quel diurétique? De l'anse, parce qu'ils sont les plus efficaces. Et pour l'hypertension artérielle, les thiazidiques, très bien. Pour l'insuffisance cardiaque systolique entraîne une diminution du débit cardiaque, responsable en amont de l'œdème aigu du poumon, et en aval d'une diminution du débit sanguin rénal, qui entraîne une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, donc œdème des membres inférieurs. Donc, ils sont donnés en cas d'œdème des membres inférieurs, en cas d'OAP, c'est-à-dire pour diminuer la congestion. Les diurétiques les plus souvent utilisés sont les diurétiques de l'anse, par voie IV, si œdème aigu du poumon. Puis, on fait le relais par voie orale. Pour l'hypertension artérielle, donc vous avez le traitement de base dans l'HTA en monothérapie ou en association. L'effet hypotenseur se fait par l'augmentation de l'excrétion hydrosodée d'une part et de leur effet vasodilatateur d'autre part. Particulièrement, on l'utilise en cas d'HTA avec insuffisance rénale. HTA, c'est le sujet âgé. HTA secondaire au syndrome de Cohn, on préconise l'aldactone. Et en cas d'HTA maligne, on donne généralement les diurétiques en IV. Vous avez les autres indications, par exemple au cas d'acide cirrhotique qui est dû généralement à un hyperaldostéronisme. Au cas d'hyperaldostéronisme, on donne quoi comme diurétique? Les anti-aldostérones. Très bien. Pour l'hypercalcémie, quel est le diurétique qui donne l'hypercalcémie? Thiazidique qui donne l'hypercalcémie et qui lutte contre qui donne l'hypocalcémie? Le furosémide, les diurétiques de l'anse. Donc c'est parmi et ça fait partie du traitement de l'hypercalcémie, bien sûr avec le traitement étiologique. Pour l'hypercalémie, donc on donne les diurétiques de l'anse et thiazidiques parce que ce sont des hypocalémiants. Et pour l'insuffisance rénale avec un syndrome néphrotique avec des signes congestifs, on donne, qu'est-ce qu'on donne? Les diurétiques de l'anse. Passons maintenant aux effets indésirables. Vous avez pour les effets indésirables les perturbations hydroélectrolytiques. Donc, il y a des diurétiques qui donnent l'hypocalémie et l'hypomagnésémie, c'est le diurétique de l'anse et thiazidique. L'hypercalémie pour les épargnateurs potassiques, l'alcalose métabolique et vous avez la déshydratation. Pour les perturbations métaboliques, vous avez l'hyperglycémie qui se voit chez les sujets sous thiazidique et diurétique de l'anse. Donc, ils peuvent provoquer un déséquilibre diabétique. L'hyperuricémie aussi se voit chez les sujets qui sont sous thiazidique et furosémie. Rarement, ça donne des crises de gouttes. L'hyperlipémie, c'est les thiazidiques qui provoquent une élévation du cholestérol total et du triglycéride. Et vous avez d'autres effets indésirables comme les accidents allergiques,
les troubles digestifs, l'autotoxicité pour le furosémide à forte dose, l'impuissance pour les thiazidiques et les spironolactones, la gynécomastie chez l'homme et l'irrégularité menstruelle chez la femme avec les spironolactones, parce qu'ils ont une structure biochimique qui rassemble aux oestrogènes. C'est pour cette raison que ça donne des troubles hormonaux. Donc, en se basant sur les effets indésirables, on peut déduire certaines interactions médicamenteuses. Pour les diurétiques, avec les IEC et les INS, il y a risque d'insuffisance rénale aiguë. Pourquoi? Parce que les diurétiques vont provoquer une hypovolémie, une déshydratation. Et les IEC et les INS vont provoquer une vasoconstriction de l'artériole afférente. Donc, ça risque d'aggraver l'insuffisance rénale aiguë. Vous avez l'augmentation de la lithyémie et les accidents du produit de contraste iodé en cas de déshydratation. Donc, si le patient il est déjà déshydraté, on l'injecte avec le produit de contraste, il y a risque d'intoxication. L'interaction avec les diurétiques hypokalimiants qui peuvent majorer l'hypocalémie, c'est-à-dire si le patient il prend un diurétique hypokalimiant et il prend un autre traitement qui donne aussi de l'hypocalémie, donc ça risque d'aggraver, comme l'amphotricine B, les corticoïdes. Le risque de torsade de pointe qui se voit en cas de bépridil et les antiarythmiques de classe 3, c'est-à-dire la cordamone, et favorise l'intoxication digitalique. Les patients qui sont sous digoxine et qui font de l'hypocalémie, il y a risque de troubles de rythme, surtout la fibrillation ventriculaire. Vous avez les interactions avec les diurétiques de l'os, elles se voient avec les aminosides et les céphalosporines parce qu'il y a un risque de nephrotoxicité. Et les interactions avec les diurétiques hyperkalimiants, une hypercalémie en cas d'association avec les UEC et les sels potassiques. Donc il y a une contre-indication d'associer deux diurétiques hyperkalimiants. Passons maintenant aux contre-indications. Les contre-indications des diurétiques. Pour les diurétiques de l'anse, vous avez pour les contre-indications absolues l'insuffisance rénale aiguë, qui est due fonctionnelle, c'est-à-dire qui est due à une déshydratation, c'est-à-dire que le patient il est déjà en hypovolémie et vous donnez encore du diurétique, donc ça risque d'aggraver. Vous avez l'encéphalopathie hépatique, l'obstruction sur les voies urinaires. Si le patient il a une obstruction, donc ça ne sert à rien de donner des diurétiques. L'hypovolémie ou la déshydratation, l'hypocalémie sévère, l'hyponatrémie sévère et l'allaitement. Pour les contre-indications relatives, vous avez la grossesse et le lithium et le sulfopyrite. Pour les diurétiques diazidiques, donc vous avez les contre-indications absolues, l'hypersensibilité au sulfamide, l'insuffisance rénale sévère et l'encéphalopathie hépatique. Pour les contre-indications relatives, vous avez la femme enceinte qui allaite, le lithium et les sulfopyrite, la sténose bilatérale des artères rénales ou surrénale unique et l'hypocalémie. Pour les diurétiques hyperliures de potassium, vous avez les contre-indications absolues, l'insuffisance rénale sévère ou aiguë, l'hypercalémie, le stade terminal de l'insuffisance hépatique, l'hypersensibilité et les autres diurétiques hypercalémiants. Les contre-indications relatives, c'est les sérotiques, les sujets susceptibles de présenter une acidose, le lithium, le tacrolimus, le cyclosporine, c'est des immunosuppresseurs, et pendant la grossesse et l'allaitement. Passons maintenant à la surveillance d'un traitement par un diurétique. Si on donne un diurétique à un patient, donc il faut le surveiller. Comme vous avez vu, donc les diurétiques, ils ont pas mal d'effets secondaires, ils ont pas mal de contre-indications, donc il faut bien surveiller les malades. Avant d'entamer le traitement diurétique, il faut préciser le poids du patient, l'état général, la tension artérielle et le pouls. Un malade qui est déshydraté, qui a une hypotension, qui est en hypovolémie, ça ne sert à rien de donner du diurétique parce que ça va aggraver son état. Sur le plan biologique, vous avez l'ionogramme sanguin, l'urée, la créatinémie et la glycémie. On a déjà vu qu'il y a certains diurétiques qui sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale, c'est les thiazidiques et les anti-aldostérones. Il y a ceux qui donnent l'hypocalémie, l'hypercalémie, donc il faut bien faire l'ionogramme. Et la glycémie, il y a le diurétique de l'anse et les thiazidiques qui provoquent un déséquilibre diabétique. Maintenant, en cours de traitement, c'est-à-dire une fois on a entamé les diurétiques,
Il faut faire une surveillance clinique et paraclinique après 1 mois. Si le patient ne réclame pas d'effets secondaires, il tolère bien le traitement, il est efficace, on fait une surveillance chaque 6 mois. Et bien sûr, l'éducation du patient. Il faut bien expliquer aux patients l'efficacité du traitement diurétique, surtout chez les sujets âgés qui ont une insuffisance cardiaque, qui sont sous diurétique de Lens. Le diurétique de Lens, il est très gênant parce que il augmente la diurèse. Donc un sujet normal, s'il a une diurèse de 1 litre, un sujet qui est sous diurétique, il a une diurèse de 2 litres. Donc c'est gênant. Un sujet âgé, il vous dit je ne prends pas ce traitement, il me fait trop uriner, il me gêne. Donc il faut bien expliquer l'efficacité et l'intérêt de ce traitement à ces patients pour éviter la mauvaise observance. Il faut bien expliquer aussi les effets indésirables aux patients. Si par exemple il observe des effets indésirables, il doit consulter. Et la surveillance du poids, de l'air et les signes d'hypocalémie, comme la faiblesse musculaire, l'asthénie. Ce sont tous des signes d'hypocalémie. Dans ce cas-là, il faut faire un ionogramme et corriger cette hypocalémie. Donc en conclusion, les diurétiques restent des médicaments de premier plan, notamment pour le traitement de l'hypertension artérielle, même s'ils sont beaucoup moins prescrits en monothérapie, ils sont présents dans beaucoup d'associations fixes, dont ils renforcent l'efficacité sans augmenter de façon notable les effets indésirables. La prescription des diurétiques nécessite une surveillance rigoureuse de l'état d'hydratation, de la calémie et de la fonction rénale. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Vous n'avez pas de questions? D'accord, merci.